Bienvenue sur Design Plus, le podcast francophone qui parle d'UX design, d'UI design, d'expérience et d'inspiration. Dans ce nouvel épisode, j'accueille Johanna Rove-Kelvy et nous avons échangé sur comment devenir un designer citoyen. Aujourd'hui, la place du designer n'est plus seulement de travailler dans des grands groupes, dans des agences, mais aussi d'investir des postes dans des administrations, qu'elles soient internationales, gouvernementales, municipales, etc., pour diffuser le design et s'impliquer au niveau local et rendre service aux citoyens. Je vous souhaite une bonne écoute en compagnie de Johanna. Je pense que le design doit être au service des utilisateurs tout en rapprochant les marques de leur public. Je suis Laurent Galen, designer d'expérience depuis plus de 10 ans, spécialisé dans le design d'applications mobiles. Avec Design Plus, je vous propose d'aller à la rencontre des designers français UX et UI qui partageront leurs expériences, leurs passions, leur inspiration. Ce podcast est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, YouTube, encore et sur d'autres plateformes. Retrouvez la liste complète dans la description de chaque épisode. Bonjour Johanna, comment vas-tu ? Bonjour Laurent, écoute, ça va très très bien. Est-ce que d'abord tu pourrais te présenter s'il te plaît Johanna ? Eh bien oui, alors j'ai fait un master en design industriel. Je suis sortie de Strat École de Design en 2009. Et entre autres, j'ai une certification en méthodologie Lego Serious Play, une méthodologie créative qui utilise les Lego. Et diverses formations en management, en leadership que j'ai fait au cours des années. Voilà un petit peu ma formation en tout cas. D'accord. Et alors quel métier tu fais exactement aujourd'hui ? Alors du coup, c'est vraiment une vaste question que tu me poses là. Et c'est toujours un peu compliqué de définir exactement quel designer est-on. Moi, je dirais que je pratique le design de manière différente, selon des différentes expériences. Par exemple, en association, j'ai 3 différentes associations. J'utilise le design de différentes manières, je reviendrai plus tard. D'accord. Je bosse chez Blizzard Entertainment, donc en tant que Head of Design. Pareil, j'utilise le design d'une autre manière. Et puis voilà, donc vraiment une utilisation du design de manière différente. Pour moi, le designer, il est un peu en perpétuelle évolution parce qu'on s'adapte avec les changements sociétaux. Il y a eu l'époque du premier Bauhaus qui était beaucoup moins siloté, où finalement il y avait un métier et en fait les gens faisaient à la fois du design, de l'architecture, etc. Et maintenant on s'est expertisé, donc on est devenus des experts de l'expertise avec plein de noms compliqués, des nouvelles appellations et qu'on utilise au fil de l'eau. Voilà, on change d'appellation selon qui on a en face de nous. D'accord. Ma casquette actuelle, je dirais que c'est un mélange entre designer d'expérience, design ops et designer organisationnel de structure. Je m'intéresse particulièrement à des sujets comme comment on transitionne vers un design qui prend en compte les objectifs des développement durable des Nations Unies, la diversité et l'inclusion, et comment on conçoit des produits qui sont éthiquement, des produits au sens large, qui soient éthiques de bout en bout. Donc voilà, c'est un peu ça. Et on me consulte, c'est vrai que dernièrement on m'a consulté à plusieurs reprises pour la mise en place de nouvelles offres de design dans les boîtes de conseil. Donc voilà, sur des nouvelles offres autour du design green, disons. D'accord. Et voilà, donc c'est des choses comme ça. Je trouve que la force de notre métier, c'est l'adaptation. On s'est de tout temps à adapter. Moi, j'ai parcouru plein de domaines différents. J'ai fait 7 ans de conseil, puis j'ai fait du coup plusieurs grands groupes. Et je me suis toujours sentie à l'aise. Je me suis toujours sentie à l'aise, peu importe les domaines. Moi, ce que je trouve qui est vraiment atypique, et je pense que ça concerne tous les designers, c'est qu'on est, et là vraiment tous les designers dans n'importe quel domaine, dans n'importe quelle expertise, on est tout le temps obligé de faire de la promotion de notre métier. Je connais.
Et je trouve qu'il y a un truc intéressant qui est en train de se passer là, avec l'appel pour la création du nouveau boss de Ursula von der Leyen. C'est intéressant parce que j'ai l'impression que ça va prendre une nouvelle étape dans notre métier. D'accord. D'ailleurs, on va en parler tout de suite après. Mm. Donc, le sujet, pour revenir au sujet, donc c'est comment devenir un designer citoyen. Tout d'abord, ma première question, c'est comment as-tu connu ce terme? Le terme en question, je ne sais pas si je l'ai entendu quelque part ou si finalement ça s'est un peu monté dans ma tête avec toutes les expériences que j'ai pu vivre ces derniers temps. D'accord. Pour moi, il y a un peu 4 briques qui se sont mises en place et qui ont fait en sorte que le design citoyen émerge. Il y a déjà depuis 2 ans, il y a eu le lancement du programme Designer d'intérêt général par le gouvernement. Je crois que D'accord. c'était 2 ans ou 2 ans et demi Ouais, à à peu peu près, près. ouais, je Ouais. crois. Ouais. Il y a eu pas mal de designers qui sont lancés dans des missions auprès du gouvernement. Mhm. Il y a eu ce que je te disais juste à l'instant, l'appel d'Ursula von der Leyen orienté vers donc créer un nouveau boss, D'accord. orienté sur le commun, ensemble, etc. Tu pourrais nous dire un peu qui est cette personne, s'il te plaît? Ursula von der Leyen, c'est la présidente de la Commission européenne. D'accord. Et oui, elle a fait, je crois que c'était une annonce il y a à peu près un peu moins d'1 an en disant, voilà, vu les changements sociétaux qu'on est en train de vivre, les grands enjeux environnementaux, etc., il faudrait recréer un nouveau... relançons le Bauhaus et remettons en fait toutes les forces créatives et de production, que ce soit architectes, artisans, designers, etc., tous ensemble pour recommencer à repenser en fait finalement le futur de nos produits, le futur des services, le futur du design au sens très large du terme. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous rappeler aussi ce que c'est que le Bauhaus? Le Bauhaus, c'est une très bonne question. Je ne sais pas comment le résumer. En fait, c'est une école qui a été fondée au début des années 1900. Mhm. Et, C'est en Allemagne, c'est ça, non? C'était en Allemagne, tout Ouais. à fait, ouais. C'était en Allemagne. Et finalement, c'était la première école qui a essayé de ne pas se politiser, mais de design, mais qui s'est quand même, finalement, les étudiants se sont assez politisés, étaient très engagés. Et il y avait dans cette école un travail de design au sens large. C'est un peu ça qui a démocratisé, de mon point de vue, le design au sens industriel du terme. On s'éloignait de l'artisanat. Et là, ça incluait évidemment, donc on avait du mobilier, architecture, il y avait aussi du tissage, de la peinture, enfin il y avait beaucoup de choses autour de la création artistique et du coup architecturale, etc., qui ont vraiment marqué notre siècle. D'accord. Ok. Moi, je le résumerais comme ça. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. Oui, oui, tout à fait. Oui, je pense qu'il y a eu des centaines de livres sur le Bauhaus. Ouais. C'est très complet. D'ailleurs, j'en ai au moins 4-5 là dans ma bibliothèque que tu vois sur le côté, dont certains qui sont justement dédiés aussi aux femmes designers dans le Bauhaus qui ont été un petit peu invisibles, on va dire. D'accord. Et tout à l'heure, tu parlais que tu as été aussi, que tu fais partie de groupes ou d'associations au niveau de ta ville, etc. Comment que tu es arrivé dedans? Est-ce que c'est ça aussi le design citoyen? Oui, et tu as tout à fait raison. En fait, moi, c'est ma première, on va dire, vraie expérience. Après, j'avais observé des changements, mais là où je suis vraiment, moi, rentrée dedans, c'est pendant les municipales de l'année dernière. Et j'ai rejoint un groupe, une association, un groupe citoyen, en fait, un mouvement citoyen de ma ville. Et ça a été pour moi la première expérience vraiment d'action, on va dire, citoyenne en tant que designer. Ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, j'étais pas la seule designer à avoir rejoint des mouvements comme ça. Il y en a eu plusieurs, même dans la région, dont certains qui sont maintenant élus dans les mairies. D'accord. Donc en élus minoritaires ou majoritaires. Et donc, c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans cette expérience, c'est de voir que moi, je m'étais impliquée, mais en fait, j'étais pas la seule. Il y avait plein d'autres designers. Et en fait, finalement, c'est quelque chose que
On voit qu'il grandit au niveau des territoires, c'est l'implication des designers dans leur ville pour, je sais pas moi, créer une nouvelle médiathèque, pour comment ils peuvent finalement aider à faire évoluer et avancer les projets. D'accord, ok. Et donc pour arriver au cœur du sujet, comment un designer pourrait s'impliquer dans la citoyenneté ou dans une communauté, dans une mairie ou des choses comme ça, comment il peut s'impliquer de façon intelligente, on va dire, et intéressante? Moi, je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, il faut accepter qu'il y a aujourd'hui, on voit une dichotomie entre le design au quotidien et les valeurs du design au sens, normalement, on est censé répondre à des problématiques réelles. Mhm. Mais finalement, quand on commence à regarder un peu dans le détail, il y en a beaucoup qui se retrouvent à créer des besoins, susciter des problèmes pour ensuite les résoudre. Et finalement, provoquer des changements long terme sur le fonctionnement des êtres vivants. Moi, ça me marque énormément tout ce qui est, par exemple, en interface. Il y a des choses comme le scroll infini qui se basent sur une des faiblesses de l'esprit humain, qui est d'avoir un besoin de complétion. Moi, je trouve que c'est hyper important parce qu'on oublie qu'il y a cette dichotomie entre on est là, nous, designers, pour répondre à des problématiques et finalement on crée des problèmes, on crée d'autres problématiques. Donc c'est déjà la première chose qui est pour moi importante à comprendre dans cette transition des designers vers le design qui est plus citoyen. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est au niveau de quand on travaille sur des projets, c'est d'utiliser des grilles d'évaluation. Il y avait, un peu pour suivre ces projets et les regarder sous un autre prisme. Il y a la grille des 5 E de l'Institut français du design, qui est une sorte de grille pour analyser un projet sur la base de l'éthique, l'ergonomie, l'esthétique, l'économie et l'émotion. Mais il y a aussi maintenant les grilles de diversité et d'inclusion, donc regarder un petit peu son projet par ce prisme-là, et les grilles des ODD, donc avec les objectifs de développement durable des Nations Unies. Encore une fois, c'est une autre façon de regarder ces projets. Ouais, puis c'est un autre angle de vue qui vient d'un autre continent avec une autre vision, quoi. Exactement, et ça permet de se reposer la question en fait en tant que designer quand on lance un projet, si on a vraiment envie d'être engagé, de se dire ok, regardons le projet de ces différentes manières-là pour voir si les valeurs et les raisons pour lesquelles j'étais designer au départ, en fait dans les projets de mon quotidien, je suis toujours bien en train de les prendre en compte. D'accord. Est-ce que ces grilles sont facilement accessibles à tous ou c'est payant? C'est quoi? Facilement accessible. Je ne sais pas s'il y a vraiment un site qui les regroupe. Moi, ça fait partie des choses que j'aimerais bien rendre plus accessibles. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si c'est facilement accessible. Non. D'accord, donc faut chercher un petit peu. Ouais, d'accord. Faut chercher un peu. Et puis, il y en a plein sur la diversité et l'inclusion, il y en a plein. Oh oui, et elles ne sont pas adaptées au design, donc il faut aussi avoir ce travail de réadapter. D'accord. C'est un peu des grilles de lecture qu'on peut appliquer à l'échelle d'une entreprise, à l'échelle d'un projet, à l'échelle de... voilà, donc il faut essayer de se le réapproprier aussi pour le design, je pense. Ça veut dire que ces grilles-là ne sont pas adaptées du tout pour les designers ou pour le design? Peut-être que dans certains pays, quelqu'un a fait ce travail-là. Moi, personnellement, je ne suis pas tombée dessus. Donc, j'ai accompagné quelqu'un dernièrement sur l'utilisation de la grille des ODD, des objectifs de développement durable, mais pour regarder son entreprise. À l'échelle de... Donc, on peut dire que c'est un outil design parce que les designers peuvent le prendre et l'utiliser, mais c'est pas micro sur des différentes étapes du design. Voilà. Okay. Ça t'aide pas vraiment par rapport à ton processus de design, c'est vraiment plus une grille que toi tu peux utiliser pour en discuter avec... voilà. Moi en tout cas je l'ai pas utilisé, j'ai pas pu l'utiliser, j'en ai pas trouvé un exemple qui est très précis sur... D'accord, donc c'est plus une vision assez globale ou large macro, que macro que micro. D'accord, tout à fait. Ok, très bien. Et je pense qu'il y a un autre truc qui est important, qui est le fait de comprendre que cette espèce de profil très engagé en fait, qu'on voit des jeunes qui sortent des écoles de design, une fois arrivés dans le monde du travail, en fait, il disparaît. Il y a ce mur qu'on prend en arrivant dans le monde du travail, dans les entreprises dites classiques, on va dire, qui fait qu'il y a une perte de sens. Encore une fois, c'est un des points qui fait que le design citoyen, pour moi, se développe.
c'est encore une fois, cette inadéquation entre le court-termisme qui est le fonctionnement actuel de nos entreprises de manière générale et la prise en compte des impacts long terme. Donc le designer, il est là pour résoudre des problèmes qui sont des choses qui sont à impact long terme, mais finalement, si l'entreprise travaille sur du très court terme, on a encore cette opposition qui fait que le designer, il a du mal à ancrer vraiment des changements. Donc voilà, moi je pense que c'est un des points qui est une des raisons pour lesquelles les designers ils perdent de plus en plus le sens. Et du coup, il faut se mettre en mouvement en fait. Et c'est ça en fait qui pour moi était intéressant sur 2020, c'est de me rendre compte qu'il y a une facilité à se mettre en mouvement. C'est pas compliqué en fait. C'est pas compliqué. Là, je vais donner l'exemple de quand j'ai rejoint le groupe citoyen. Alors j'ai vu une affiche dans la rue. D'accord. Je me suis dit, il y a une réunion publique, je vais y aller. J'y suis allée. Et puis, vu que c'est des mouvements citoyens, c'est des démocraties participatives, c'est très très ouvert en gouvernance partagée. Donc, je me suis retrouvée dans une réunion avec plein de gens. Et puis, j'ai pu prendre la parole. On m'a dit, oui, Johanna, tu veux dire quelque chose? Donc, j'ai pris la parole une fois, deux fois. Et puis, je me suis rendu compte, mais en fait, c'est super facile de rentrer dedans. Et puis, on vous donne accès à tous les outils, etc. Et donc, on est déjà dans l'action tout de suite. J'ai fait du porte-à-porte. Et c'est ça aussi qui était intéressant, c'est que ça m'a rappelé pourquoi j'ai décidé de devenir designer. Parce que quand tu fais du porte-à-porte, tu discutes avec les gens, tu essaies de comprendre leurs problèmes, c'est super inclusif, tu es déjà dans essayer de résoudre les problèmes dans ta tête. Et en fait, c'est un peu comme un processus de design, finalement. Accéléré. C'est ça, et des sortes d'entretien utilisateurs, mais c'est toi qui tapes aux portes. Moi, j'ai adoré ça et on a aussi conçu notre programme, le programme pour les municipales. On a conçu le programme dans une démarche de design. On a fait des ateliers, il y a eu des citoyens, tous citoyens étaient invités à venir pour co-construire le programme avec nous. Ça, c'était passionnant, quoi. Pour moi, c'est une des choses qu'on peut faire facilement, c'est de rejoindre des associations citoyennes dans sa ville, dans sa commune. D'accord. Et je pense que s'il n'y a peut-être pas des associations, c'est peut-être aussi de se renseigner auprès de la mairie, parce que c'est eux qui pourront peut-être donner les clés ou diriger les personnes qui s'intéressent à ça vers d'autres associations ou des mouvements ou des choses comme ça. Moi, je dis ça parce que je l'ai vécu et que ma ville le fait également. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de le faire. Et est-ce qu'il y a d'autres moyens qu'un designer peut s'engager en tant que citoyen? Alors tout à l'heure, j'ai parlé du programme du gouvernement designer d'intérêt général. Ça aussi, c'est intéressant. Je pense que c'est plutôt des CDD. C'est ce que j'ai compris. C'est une sorte de mission, en fait. Je sais plus quelle est la durée, mais je crois que c'est je crois que c'est 6-7 mois, c'est ça, ou 9 mois. Ça peut aller jusqu'à 9 mois. Il me semble que ça peut aller. Donc pour moi, il y a ça, et après je donnerai un autre exemple parce que j'ai fait quelque chose récemment, et en fait, il faut comprendre qu'on peut faire, c'est hyper ouvert. Il faut juste saisir les opportunités. C'est facile de dire ça, mais par exemple, moi, on m'a contacté pour organiser un hackathon de design, et j'ai organisé un hackathon de design que j'ai créé. C'était la première fois j'ai designé un hackathon qui était sur la donnée urbaine. Et on a travaillé avec la métropole de Nantes et la métropole de Nice. D'ailleurs, ça s'est passé le week-end dernier. Il y avait 50 étudiants sur 3 écoles. Donc, l'école de Strat, l'école de design de Nantes Atlantique et l'école The Sustainable Design School qui est basée à Nice. D'accord. Et on a fait travailler des étudiants de ces 3 écoles-là. Donc, avec les conditions sanitaires, c'était rocambolesque, surtout qu'on voulait absolument que les élèves soient mixés par école. Donc voilà. Mais les projets étaient super, on avait 11 équipes, on a eu 11 super projets. On a dû sélectionner... 2 ou 3 projets, malheureusement. On a sélectionné quand même 6, parce qu'en fait les projets étaient géniaux. Mais voilà, donc... et ça, c'est une autre façon, en fait, finalement, de s'investir. C'est la donnée urbaine, on parle... moi, j'ai créé ce hackathon, j'ai intégré des citoyens. Donc j'ai fait un groupe citoyen à l'intérieur du hackathon, super. un peu comme un groupe utilisateur finalement, mais avec des citoyens.
Donc du coup, on remet des briques finalement Alors, moi, c'était des gens de ma ville en plus parce que je les connaissais, je savais qu'ils étaient disponibles pour pouvoir faire ce genre de choses. Mais du coup, on se retrouve avec des citoyens au milieu d'un hackathon d'étudiants de design. Et voilà, il n'y a pas, Géant. il y a pas, il y a pas de limite. Et c'est ça que moi je trouve, c'est surtout ça que je trouve passionnant, c'est que on peut vraiment faire ça librement. Et ouais, il faut juste aller là où on pense qu'il y a une opportunité de faire quelque chose d'intéressant. Quelque chose qui, même dans notre ville, hein, à l'échelle de la ville, imaginons, je sais pas, moi, on est dans une ville où il y a quelqu'un qui veut monter un projet et qui a besoin d'aide, bah, on peut, en tant que designer, accompagner ce projet-là avec les outils du design pour faciliter la construction du projet. Voilà. Moi, je trouve que c'est comme une ressourcerie ou des choses comme ça. Il y en a plein des projets comme ça de ressourcerie, de Fab Lab, etc., qui sont à l'intérieur des villes maintenant, des petites villes. Ça peut être intéressant justement de venir avec nos outils parce qu'on ne se rend pas compte en fait à quel point il y a plein de gens qui ont plein d'idées, mais après pour faire, c'est pas toujours évident pour se mettre en action. D'accord, ok. Moi, c'est une des grandes leçons que j'ai apprises cette année, c'est en fait avec la force des outils qu'on a appris, on peut vraiment monter n'importe quel type de projet et être utile. Il y a un autre projet que je suis en train de monter et je pense que c'est pour moi une autre brique en fait finalement de qu'est-ce qu'on peut faire en tant que designer citoyen. C'est autour du débat citoyen. Bah, j'imagine que tu as vu ce qui s'est passé aux États-Unis avec cette espèce de scission entre selon quel parti politique tu étais, il y a eu une sorte de scission et les gens se parlaient plus forcément. Pour moi, il y a le format 2021 d'événements, 2022, je dirais plutôt 2022 vu comment ça se passe en ce moment avec les conditions sanitaires, mais c'est le débat, c'est comment est-ce qu'on fait, parce que là on est en train de faire un podcast, c'est un format intéressant, on fait moi je fais des conférences, j'organise des conférences, etc., des tables rondes, mais finalement il n'y a aucun de ces événements qui fait vraiment parler toutes les personnes en fait, que toutes les personnes peuvent s'impliquer. Et moi, c'était cette volonté-là dans ce nouveau projet que je suis en train de monter, qui est de dire faisons un format de débat sur les 17 enjeux environnementaux et utilisons les techniques de design fiction, par exemple, pour provoquer le débat et faire en sorte que toutes les personnes présentes, en fait, finalement, participent à l'événement activement. Donc, c'est un peu c'est un de mes prochains projets. Là, je suis en train de chercher les partenaires pour l'organiser. Mais pareil, je reprends des briques. Voilà, c'est ça qui est intéressant en fait quand on commence à rentrer dans le design un peu citoyen, c'est qu'on reprend des briques de gouvernance partagée, de débat. Le débat, c'est super intéressant dans les mouvements citoyens. Toutes ces briques-là, on les reprend et puis on les remet dans un autre projet, etc. Le plus important, c'est de faire en sorte de bien impliquer en fait tous les citoyens. Il y a une thèse que moi je suis encore en train de lire, que je n'ai pas terminée parce qu'elle est assez dense en termes de nombre de pages comme toutes les thèses. C'est une thèse qui s'appelle Designing for Debate. Donc c'est un designer en fait qui a fait une thèse sur le débat. Donc comment avec les outils du design on peut aider au débat, que ce soit du débat public ou du débat en entreprise. Hein. Comment on fait débattre les gens. Donc c'est Max Molon qui l'a fait. Donc voilà, je suis en train de lire ça justement pour venir nourrir ce projet. D'accord. Et il y a deux designers qui s'appellent Paul Conloba et Julien Bonito qui ont écrit un livre qui s'appelle Place démocratique. Pareil, en fait, tu vois qu'il y a beaucoup de designers qui rentrent dans cette sphère-là, qui se posent des questions sur qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à la démocratie ou au débat public avec les outils du design. Tout ce qui est participation citoyenne, en effet, tu as raison, ça monte de plus en plus dans les communes. Hein. On voit que c'est de plus en plus présent. Même dans les communes où les mouvements citoyens ou les mouvements écologistes ne sont pas passés, forcément. Il y a quand même cette participation citoyenne qui monte. Et pour faire travailler les gens ensemble, pour faire échanger, pour construire des personnes qui sont de tout horizon, parce que du coup, quand on se retrouve dans des mouvements comme ça, c'est avec des citoyens. En fait, les citoyens, c'est tout le monde. C'est comme si vous aviez un panel avec même des extreme users, de tous les utilisateurs, le panel entier, à faire travailler ensemble sur des projets communs.
Donc là, les défis de design, ils sont immenses, quoi. Ouais, Ils sont immenses. et puis je pense en plus que même au niveau des users, des utilisateurs, des citoyens, je pense que en plus on entend de tout et tout le monde a son avis à donner finalement et ça c'est super important. On peut avoir des extrêmes et voire peut-être même des engueulades, mais Oui, ça arrive souvent. Ouais. je pense que souvent il doit C'est avoir très intense. ouais ça peut être intense certaines fois, mais bon ça veut dire qu'il y a quand même une frustration d'une personne ou je sais pas des choses comme ça. Tout le monde a quelque chose à dire en tout cas. Tout le monde a... C'est une intensité aussi parce que, alors tout le monde a des choses à dire, je suis complètement d'accord. C'est une intensité parce que les gens sont passionnés en fait. Les gens qui sont dans des mouvements comme ça, c'est des gens qui veulent changer le monde. Donc quand il y a des gens qui veulent changer le monde, ben forcément, même des fois c'est sur un mot où ça va partir dans des débats pendant une demi-heure, genre mais comment tu peux dire une chose pareille et c'est génial. Moi la première réunion que j'ai faite, j'avais envie de prendre du popcorn. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est génial. Et c'est d'intensité, les gens sont vrais quoi. Il y a de l'authenticité, chacun défend voilà ses valeurs et c'est ça qui est passionnant, c'est qu'il n'y a même pas une histoire de parti politique, machin truc, hein, dans les mouvements citoyens. C'est un mélange, en fait, de gens qui viennent de divers horizons, avec divers passés, des gens qui ont travaillé, des gens qui n'ont jamais travaillé, des gens qui n'ont jamais été derrière un ordinateur, qui ne savent pas l'utiliser. Donc c'est aussi ça, pour faire travailler des gens de manière inclusive, avec des gens qui ne sont pas à l'aise avec la technologie, avec d'autres personnes qui trouvent ça, je vais leur mettre des Lego dans les mains pour faire, bon, on va faire des Lego, vous allez voir, ça va nous donner des idées. C'est hyper drôle. C'est hyper drôle. Et donc, tu as utilisé par exemple les techniques de Serious Play, de Lego Serious Play dans certains ateliers? Je ne l'ai pas encore utilisé de manière, on va dire, dans le mouvement citoyen en tant que tel, D'accord. à cause des conditions sanitaires, en fait, hein, Ouais, finalement, oui, c'est parce vrai. que assez rapidement, on a eu les conditions sanitaires. Mais moi, j'avais déjà utilisé dans des associations ou des choses comme ça par le passé. Et j'ai hâte, j'ai tout mon matos, là, j'ai un placard rempli de Lego que j'ai juste hâte de pouvoir ressortir dès qu'on sort de cette période un peu Compliqué. particulière. Ouais. D'accord. Ok. Et du coup, est-ce que comment dire qu'est-ce que tu retires aujourd'hui de cette expérience dite de designer citoyen? Alors, beaucoup de choses. Déjà, ce qui est intéressant quand on a eu toutes ces expériences citoyennes, on est dans le concret. Donc déjà, c'est hyper important ça pour les designers. On est dans du concret. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose, on voit les effets rapidement. Et moi, la première chose que j'ai faite par rapport à ça, c'est reboucler en fait ces expérimentations citoyennes avec le monde de l'entreprise. Ah ouais, d'accord. Et comment tu as réussi à faire ça? Alors, je veux bien une explication. Alors, c'est drôle parce que alors ça fait sourire beaucoup de personnes. J'ai écrit un article sur la désobéissance civile, comment tu appliques la désobéissance civile à l'entreprise. Le titre était volontairement Accrocheur. Mais derrière, c'est intéressant parce qu'en fait, l'idée, c'est comment est-ce que tu remets du dynamisme, du débat, comment tu fais en sorte que les personnes qui sont dans ton entreprise, un peu partout dans l'entreprise, finissent par remonter en fait des idées, des concepts, enfin voilà, nous on pense que ça devrait plutôt être comme ça jusqu'à la direction et pas être perdu, tu sais, dans tous ces échelons en fait. Donc moi c'était ça aussi, cette espèce de l'idée de la gouvernance partagée aussi, c'est de dire, enfin. Et du coup, là, ça ne serait pas de la gouvernance partagée directement, hein, parce que si tu inclus ça directement dans une organisation qui est classique, voilà, mais déjà, les premières briques, c'est de dire qu'est-ce qui se passe si tu prends des gens un peu partout dans l'entreprise, que tu les mets ensemble, que tu les fais débattre, réfléchir à des solutions, réfléchir à comment devrait être l'entreprise demain, et finalement essayer de leur faire des stratégies, mais finalement de l'entreprise qui ensuite est présentée directement, je sais pas, au PDG, au CEO, au board, etc. pour venir nourrir en fait finalement la réflexion et dire ok, on est connecté que le board soit connecté en fait finalement à l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas le cas. Il y a des filtres, je sais pas comment ça se passe pour toi chez les clients chez lesquels tu travailles, mais tu vois qu'il y a tous ces filtres en fait entre des personnes qui disent
mais c'est pas normal, on devrait faire ça, on devrait faire ça. Et finalement, ça se dilue et ça disparaît en fait quand ça arrive en haut de l'entreprise. Et donc, les personnes qui dirigent n'ont même pas l'opportunité d'avoir ces idées qui arrivent jusqu'à eux. Donc, moi, je trouve que ce côté, pour ça, j'avais utilisé le terme désobéissance civile, un peu le côté rebelle, mais encadré finalement, mais rebelle dans l'entreprise, de dire on a des trucs à dire au chef, en fait. Et on a envie de l'aider, on aime notre entreprise, on a envie de l'amener dans la prochaine ère, quoi. Parce que souvent, c'est le cas, en fait. Les gens qui sont agacés dans l'entreprise, c'est qu'ils aiment leur entreprise et ils veulent la faire avancer, quoi. D'accord. Est-ce que tu as un exemple concret à nous donner, par exemple, avec un projet qui viendrait ou une méthode, ou je sais pas, des idées qui viendraient de la citoyenneté que tu aurais pas implanté, mais utilisé dans l'entreprise? Aujourd'hui, dans l'entreprise, moi personnellement, je l'ai pas implémenté. C'est D'accord. des écrits plutôt que je suis en train de faire. Je fais pas mal de rédaction en fait justement pour essayer d'écrire comment j'imagine que ça pourrait fonctionner. D'accord. Par contre, ensuite, dans les associations que j'ai créées, j'ai réimplémenté ce que je te disais dans les autres projets, dans les autres associations que D'accord. moi-même Ok. j'ai créées. Je réimplémente en fait principalement en fait les techniques des gouvernances partagées. Donc, on est tous ensemble, on prend des décisions tous ensemble. Le fait d'être super, super inclusif et du coup d'accepter vraiment, et on s'en rend pas compte, mais de vraiment accepter les gens comme ils sont. C'est pas courant en fait de dire cette personne elle est comme ça, elle rentre dans l'association, on lui trouve une place, on lui trouve quelque chose dans lequel elle va pouvoir s'épanouir, peu importe son background, peu importe ses compétences, etc. On trouvera toujours, et chaque personne a quelque chose, un talent qu'il faut aller chercher et qui peut apporter quelque chose à une association. Donc ouais, moi c'est un peu principalement je dirais le côté gouvernance partagée que j'ai repris. D'accord. Et dans la discussion, ça va être l'organisation avec du coup par le son ça marche pas, mais quand on est en réunion pour applaudir, etc. On a certaines gestuelles pour applaudir, dire qu'on est d'accord, dire qu'on n'est pas d'accord sans couper les personnes. Ce qui D'accord. fait que ça fait une animation visuelle en fait dans une salle. Et du coup, quand la personne parle, en fait, les gens vont remuer les mains, par exemple, ou faire ça à l'endroit ou à l'envers pour dire je suis d'accord, je suis pas d'accord. Ce qui fait que la personne continue à parler et peut être appuyée par finalement des réactions dans la salle sans que ça fasse du bruit. D'accord. Sans Ok. couper la parole. Et donc ça, par exemple, tu l'as utilisé en entreprise, ça, par exemple, la gouvernance partagée ou mis en place, l'adapter en entreprise? Ça fait partie du travail que je suis en train de faire en ce moment. D'accord. Et ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est vraiment comment on va faire transitionner les entreprises vers des choses qui sont plus en gouvernance partagée. Parce que je pense que ça va être nécessaire à un moment donné. Il y a besoin d'avoir du sens, et le sens, c'est donné aussi par l'autonomie, le fait de pouvoir participer de manière plus active dans un projet d'entreprise. Et donc pour moi, c'est une des briques qui est essentielle, en tout cas de se nourrir de cette notion de gouvernance partagée. D'accord. Ok. Très bien. Et après, oui, ce que je te disais, l'immense richesse des rencontres. Hein. Moi, j'ai passé des dimanches après-midi chez des voisins que je connaissais pas, des gens qui sont retraités, qui ont été grands reporters de guerre, etc. Donc, et tu discutes avec des gens que tu n'aurais jamais côtoyés sinon. Et finalement, moi, je trouve que ça enrichit énormément. Ça enrichit énormément personnellement. Ça agrandit ton réseau en dehors de LinkedIn. Ce qui est essentiel. Très bien. Et donc, tout à l'heure, tu parlais de sessions de créativité aussi. Tu peux nous en dire plus? Oui, par exemple, alors sur l'exemple du mouvement citoyen, quand on fait travailler des personnes ensemble, donc en gros, je sais pas, dernièrement, on a bossé sur les budgets participatifs, par exemple, et encore avant, on avait bossé sur le programme de notre mouvement. Et en fait, on a fait des sortes de grandes séances de créativité. On avait donc tous les citoyens qui venaient. Et en plus, tu sais pas combien de personnes vont venir, hein, parce que c'est ouvert.
Et du coup, on a fait des sortes de des groupes de travail, donc une sorte de voilà, on a dit: «Bah, allez, mettez-vous ensemble, vous bossez sur tel sujet». Ils brainstormaient, on leur avait donné des post-it, des choses assez simples finalement, mais qui sont, où tu dis les gens se retrouvent, ils viennent pour une sorte de réunion, enfin, ils pensent que c'est une réunion Ouais, et ouais. finalement ils se retrouvent, ben: «Allez, En toi, train toi, de toi, toi, travailler. toi, vous vous mettez ensemble et puis vous bossez sur, je sais pas moi, la solidarité, dans votre ville, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Qu'est-ce qu'il devrait y avoir?» et cetera. Et du coup, on les a fait bosser comme ça, je sais pas moi, 30 minutes. Après, ils venaient, chacun une personne de chaque groupe venait présenter finalement ce que le groupe avait réfléchi, avait préparé. Et c'est super intéressant. Ça sort les gens de leur zone de confort, mais finalement, on se rend compte que tu prends n'importe qui, tu les mets ensemble, et cetera, il y a une intelligence, bon, je déteste ce terme d'intelligence collective, mais finalement, c'est le cas, en fait. On les a pas choisis, on les a pas triés sur le volet, on n'a pas pris, je sais pas trop quelle personne, je sais pas trop quelle entreprise avec un pédigré incroyable. On prend des personnes ensemble, on les met ensemble et ça fonctionne, ça fonctionne. D'accord, très bien. Et du coup, est-ce que tu as eu des retours sur, après ces ateliers ou ces sessions de créativité, qu'est-ce qu'ils ont pensé les citoyens? Ils trouvent ça ludique. Ça leur a fait passer un bon moment, en fait. Donc ils se disaient: «Mais c'est ça la force des séances de créativité, hein. On a passé un bon moment, on nous a écoutés». Hmm. Ça, c'est important, ça. On nous a écoutés. J'étais avec des gens et ils étaient avec des gens qui les ont écoutés. Et parce qu'en fait, on a aussi quand même souvent des personnes qui viennent qui sont complètement isolées, et qui viennent en fait aussi pour dire: «Bah, ah bah, Pour ça rencontrer. m'intéresse, voilà, j'ai envie de rencontrer d'autres gens de ma ville». Et finalement, ils se retrouvent aussi à discuter, à débattre, pareil, à avoir des conversations et tout. Et donc oui, ça crée quelque chose de la séance de créativité, enfin tout ce qui est créativité et justement tous les outils de design qu'on utilise, ça crée une sorte de cohésion aussi, dans les personnes qui se mettent en groupe, en fait, pour bosser sur ces sujets-là. D'accord. Et est-ce que tu sais si après ces séances de créativité, il y a des gens qui se sont retrouvés à l'extérieur ou qui ont continué d'échanger ou par rapport à leur thème ou par rapport à l'association où tu étais ou des choses comme ça? Ça, je sais pas, mais par contre, c'est vrai que nous, on a des personnes qui sont venues dans ces ateliers-là et ensuite qui ont rejoint le mouvement. Ah, intéressant. Donc ils sont rentrés en fait dans l'équipe D'accord. et enfin dans l'équipe qui est une équipe large, hein, Mhm. on est plus de 30 ou 40, et du coup ils rentrent et puis finalement, vu qu'on est, pareil en gouvernance partagée, hyper libre, c'est-à-dire que les personnes rentrent dans le groupe et disent: «Ah bah tiens, ce serait bien qu'on fasse ce projet». On leur dit: «Ben ouais, vas-y, fais le projet et il y a telle personne qui va t'aider» et cetera. Et du coup, ils se retrouvent à pouvoir, créer leur propre projet dans la ville. Ça peut être des petites choses, ça peut être, organiser une collecte pour, le secours populaire, ça peut être, ou pour d'autres associations comme Règles élémentaires. Ou ça peut être, des projets un peu plus gros, comme je sais qu'il y en a qui bossent sur des dossiers, imaginer des dossiers un peu plus compliqués. Par exemple, comment, faire revenir, je sais pas moi, des médecins dans la ville. Mhm. Enfin, voilà, et ils ont envie de bosser sur ces sujets et ils se mettent en groupe pour bosser sur des sujets comme ça. D'accord, ok. Et le contraire de moi, la première question, c'était quelles erreurs as-tu faites par rapport à cette expérience? Heu, c'est hyper compliqué de répondre à cette question. Moi, je pense que la seule erreur que j'ai vraiment commise, c'est d'avoir attendu aussi longtemps pour me plonger dans des sujets comme ça, parce que je me suis jamais sentie aussi épanouie, en fait. Et oui, je sais pas si tu te souviens de cette phrase, «Si vos rêves ne vous font pas ass attends, si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands». Ça te dit quelque chose cette phrase? Non, non. Et en fait, ça m'a vraiment, comment dire? Semblé complètement évident cette année. C'est-à-dire qu'il faut pas hésiter, il faut pas avoir peur de se lancer dans, un mouvement citoyen, lancer un projet qu'on n'a jamais fait. Moi, j'ai créé un hackathon, qu'est-ce que je savais pas comment faire. Mais finalement, je me suis dit: «Bah, je me repose sur mes idées, voilà, j'ai envie que ça se produise, et j'ai trouvé des moyens de le faire». Et je pense que c'est, pour moi, l'erreur que j'ai commise, c'est d'avoir attendu aussi longtemps. Donc ça fait 11 ans ou 12 ans que je suis sortie de l'école
Et je me dis, ben, j'ai perdu quand même quelques années à me dire, oui, mais voilà, nanana, on se Tu retrouve y des avais déjà excuses. pensé avant? Ça fait pas mal de temps que ouais, ça fait pas mal de temps que j'y D'accord. réfléchis. Ouais. Ok. Et est-ce que tu crois que les autres designers pourraient avoir ces mêmes peurs de se dire finalement je ferai ça plus tard ou je sais pas, j'ai peut-être un peu peur de me lancer ou Je pense que c'est l'inconnu en fait qui. Je sais pas si c'est vraiment exactement de la peur, mais je pense que c'est l'inconnu qui nous bloque. Ouais. Et tant qu'on ne sait pas comment ça se passe, on s'imagine des choses. Et finalement, moi, c'est ce que j'ai pu voir, c'est que je suis allée je te parlais de cette première réunion où je suis allée, les gens étaient super cool. Je suis rentrée dans une salle, on était dans le garage le garage d'un voisin, il y avait plus de 20 personnes, et en fait, c'était simple. Il y avait pas de complexité à rentrer dans ces projets-là, et je pense que c'est ça, il faut pas hésiter. Ce qui peut faire hésiter aussi, et je sais que ça, c'est souvent, ça fait hésiter des personnes, c'est pas rémunéré en fait tous ces projets, hein. Ouais. Sauf si on rentre dans le gouvernement avec les programmes designer d'intérêt général, euh, mais c'est pas rémunéré. Donc c'est un problème. Mais euh, avec une bonne organisation, honnêtement, quand on s'organise bien, qu'on se dit ok, je vais prendre 2 heures de mon temps par semaine pour ce projet, 2 heures sur ce projet, etc. Finalement, on se rend compte qu'on arrive à faire rentrer tous les projets, et c'est du coup une fausse excuse. Ouais. Toi, j'imagine que c'est un peu avec tout ce que tu fais, avec les podcasts, avec tout ce que tu fais en plus de finalement ton travail, tes clients, etc. Bah, tu te rends bien compte que ça rentre en fait finalement. Bah oui, oui, tout à fait, oui, ça rentre. Je passe des fois des sales nuits, mais ça rentre. Après, il y a la passion qui vient après Ouais, oui, c'est t'aider ça. quand voilà, c'est un peu compliqué. Hop, il y a le petit coup de passion. On sait, on est en train de faire quelque chose qui a du sens. Donc, du coup, bah, on se motive grâce à ça. Et je pense on se rend pas forcément compte de tout le temps qu'on a disponible aussi. D'accord. Est-ce que tu penses que finalement il ne devrait pas y avoir un espèce de programme, je sais pas, français par exemple, où il pourrait avoir, je sais pas, une liste avec tous les, par exemple, tous les projets citoyens ou qui pourraient avoir sur la France. Et par exemple, les designers diraient ah tiens celui-là ça m'intéresse, ah ça colle bien parce que à cette période-là je suis disponible ou je suis plus disponible et je coche et puis ça m'intéresse etc. Je me positionne sur celui-là un peu des fois comme dans les hackathons tout ça des fois ça se passe comme ça aussi. Mais est-ce que tu penses que ça pourrait être intéressant de mettre ça par exemple en place? Je pense que ce serait génial si ça existait. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est des projets qui peuvent être à la fois locaux, des projets qui peuvent être nationaux, internationaux. Donc aussi par rapport le type d'équipe dans lequel on veut évoluer. Après, il y a des thématiques, hein. Tout Il à y a fait, des ouais. associations qui sont principalement que sur le développement durable, enfin que sur, on va dire, l'écologie. Il y en a d'autres qui sont sur la solidarité. Il y a vraiment tout. Enfin, c'est très très vaste. C'est très très vaste, et on peut forcément trouver. Pour moi, on peut forcément trouver des projets, et ça donne. Ouais, ça donne un sens aussi. Moi, je trouve que ça donne une vraie motivation en plus pour ensuite reprendre toutes ces idées qu'on apprend et puis les réimplémenter Ouais, dans ce et puis je pense que c'est aussi je pense, d'après ce que moi je l'ai vu dans des hackathons, c'est aussi un laboratoire finalement d'idées, de conception. Et finalement, même si nous, ça nous permet aussi, à nous designers, d'essayer des choses qu'on pourrait avoir plus peur peut-être ou de pratiquer en entreprise. Mais je sais pas, de mettre des ateliers en place, par exemple, avec des groupes ou des choses comme ça. Et finalement, ça n'a pas autant d'importance que dans une entreprise. S'il y a quelques petites erreurs ou des choses comme ça permet aussi de pouvoir les tester, les corriger. Peut-être que, je sais pas ce que tu en penses. Ah ouais, je trouve que c'est super intéressant ce que tu viens de dire. J'y avais pas pensé, mais c'est vrai que c'est un vrai laboratoire d'expérimentation. Et il y a pas d'enjeu. Si, il y a toujours des enjeux, Oui, tout à fait, oui. mais vu qu'il y a
a pas de jugement. Moi, j'ai pas senti de jugement si tu fais une erreur, si tu fais ceci, tu peux vraiment expérimenter. Et oui, c'est un super laboratoire d'expérimentation des techniques de design. Avant de pouvoir le tester avec un client, par exemple. Voilà, c'est... Ouais, et puis je pense qu'en plus, avec un client, il y a beaucoup plus d'attentes et beaucoup plus de danger, entre guillemets, effectivement, que si tu le fais avec des citoyens ou dans des conditions de designer citoyen. Je pense que l'enjeu n'est pas du tout le même. Donc, les personnes qui sont en face de toi n'ont pas les mêmes appréhensions, tout ça. Je pense que ça peut être vraiment très intéressant. Le pendant de cette question, c'est quelle réussite es-tu fier par rapport à cette démarche de designer citoyen? La première réussite, c'est que du coup, on a fait 44% aux élections municipales. Très bien. C'est cool. Donc, on a eu 7 citoyennes et citoyens qui sont au conseil municipal aujourd'hui. Donc, D'accord. ça, c'est trop cool. Et toi, tu penses que, excuse-moi, tu penses que c'est grâce à ça ou que la partie design a fonctionné pour ça? C'est grâce à la participation citoyenne qui, du coup, utilise des techniques de design. D'accord. D'être inclusif, en fait, des gens. Je pense que c'est ce que les gens attendent aussi de la démocratie aujourd'hui. C'est une démocratie participative. Et dans démocratie participative, il faut faire travailler les gens ensemble, il faut faire créer ensemble, il faut imaginer ensemble quelle est la société qu'on veut, quelle est la ville qu'on voudrait avoir. Et pour ça, les techniques de design, elles sont clés. D'accord, Ouais. ok, très bien. Et c'est intéressant parce que du coup, les gens utilisaient déjà les techniques de design. Alors, il y avait des designers déjà dans l'équipe avant que je rejoigne. D'accord. Mais c'est vrai que naturellement, en fait, les gens ont pris des outils comme ça. On dit, ah bah tiens, ils se sont renseignés sur Internet, ils ont pris des post-it, ils ont essayé de faire comme ça. Moi, c'est ça. La deuxième réussite, c'est ce que je te disais, le hackathon. On avait 48 étudiants, je crois qu'on avait environ 70 personnes qui étaient impliquées dedans. C'est parti d'une conversation à 2 personnes. J'étais sur le quai du RER en train de discuter avec le fondateur de Urban AI qui a monté le projet, qui s'appelle Hubert Béroche. C'est parti de ça et ça s'est transformé en un hackathon avec 3 écoles, 2 métropoles, 70 personnes impliquées et bientôt un grand jury et un livre. Super. Ouais. C'est fou quoi. Donc ça carrément. Et j'ai même du coup, c'est ce que je disais, j'ai impliqué des citoyens dedans. Donc je suis super contente de ça. Et du coup, ce que je te disais, le troisième truc, c'est que j'ai lancé Women in Design, le collectif Women in Design, sur les mêmes principes de gouvernance partagée que ce que j'avais expérimenté. Donc tout à l'heure, tu disais, ouais, c'est ça en fait. J'ai expérimenté des choses dans des mouvements et d'autres projets et je les réimplique en fait. Je les réinclus dans les nouveaux projets que je monte, dont Women in Design, où là, qui est bien parti. On a fait notre première plénière, réunion plénière hier soir. On était 15 personnes qui veulent travailler dans le collectif avec nous. Donc, tu vois, c'est énorme, en fait. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que Women in Design, s'il te plaît? Alors, on en est au tout début. L'idée, c'était de se réunir sur des projets, créer des initiatives de sensibilisation autour du design et des femmes. Donc, c'est un peu la raison pour laquelle on l'avait créé au départ. Là, on est tout au début, donc en fait, on est en train de faire passer des entretiens à des femmes qui sont dans le design pour affiner justement les objectifs. Donc, c'est pour ça que je te réponds pas super clairement. D'accord. C'est parce qu'on a des idées, mais tu sais que les idées sont des fois préconçues. Donc, on est en train de valider tout ça. On s'est donné encore 1 mois pour faire des entretiens. Et donc, la réunion plénière d'hier, c'était justement sur définir notre raison d'être, nos missions, la charte des valeurs des membres de l'association. On a aussi parlé de data. Donc c'est plus où est-ce qu'on va pouvoir aller chercher des données qui vont nous permettre d'enrichir le travail qu'on va faire, etc. Donc voilà, on est au tout début. Soutenu par plusieurs associations de design, donc l'Institut français du design et la PCI déjà. Donc ça, c'est super cool. Ouais, et on est déjà en contact avec 3 écoles, donc Strat, évidemment, assez évident vu que je suis présidente de l'association des anciens. Mais c'était le plus facile. Mais on est aussi avec Nantes Atlantique et avec l'ENSI,
du coup, avec qui on est déjà en train d'échanger sur ces D'accord. sujets-là, et évidemment The Sustainable Design School aussi, fondée par Maury Larivière. Donc on est déjà avec ces 4 écoles en train de travailler, donc avec le soutien de ces 2 associations. On est une quinzaine de personnes et on espère pouvoir communiquer sur des objectifs et déjà des initiatives claires dans les 2 prochains mois. D'accord. Et pour terminer, c'était quoi le postulat en fait de Women in Design? C'est la sensibilisation et la mise en avant, la valorisation des femmes dans le design. D'accord. La définition de rôle modèle, trouver des rôles modèles féminins dans le design et pour qu'ils puissent intervenir dans des écoles ou des choses comme ça. Ça, c'est vraiment, tu vois, c'est un peu toutes les idées que moi j'avais quand je l'ai monté. Aussi, tu verras dans ma bibliothèque, il y a quelques livres justement qui parlent des femmes dans le design. Elles ont, comme il y a le même problème des minorités qui ne sont pas du tout mises en avant, de certaines minorités qui n'ont pas été mises en avant dans le design au fil des années. Dans l'histoire de l'art, il y a eu des grands débats sur le fait que c'était très centré sur les hommes blancs. Et ben le design, on a un peu le même problème, c'est que les femmes ont toujours été un petit peu derrière. Donc c'était soit la femme d'eux, mais en fait c'était peut-être la femme qui était designer. Donc il y a ces sujets-là, c'est un peu tous ces trucs-là qui font qu'on se rend compte aujourd'hui qu'il y a besoin de faire quelque chose, mais on veut être plus précis dans nos actions, et c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est de préciser là où on va être présente et présent, parce qu'on est ouvert aux hommes. On attend que le premier homme nous rejoigne, parce que pour l'instant on n'est que des femmes, mais on a vraiment hâte, de se mettre de commencer à bosser sur des initiatives. Mais si on a déjà commencé un petit peu en arrière-plan, on va dire, surtout sur la partie récolte de données de mixité des femmes dans le design. D'accord, très bien. Bon, très bien. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Johanna. Elle pourra vous orienter sur Women and Design. Avant de terminer l'interview, je voudrais te poser 3 questions qui sont les questions à fil rouge. La première, c'est qu'est-ce qui te différencie d'un autre designer ou d'une autre designer? Ce qui est marrant, c'est que j'ai réfléchi quand tu m'avais envoyé des questions, et en fait j'ai l'impression d'être un designer assez ordinaire, dans le sens par rapport aux autres D'ailleurs, designers. excuse-moi, Oui. d'ailleurs, est-ce qu'on dit designeuse? Alors moi personnellement je dis une designer, D'accord. voilà. Mais je sais qu'il y a un débat autour de ça. Ça me fait bizarre parce que c'est féminiser un mot anglais. Ouais, c'est étrange. Et du coup, je suis plus sur une designer. D'accord, ok. On on en a parlé dans Women in Design il n'y a pas très longtemps. Pour l'instant, on a évité d'écrire une ou designer ou designeuse. Donc, on a tourné les phrases un peu dans d'autres sens. Mais ouais, clairement, moi, je suis plus pour une designer. D'accord, ok, c'était tout. Des questions de linguistique. Oui, donc je te disais, moi j'ai l'impression d'être assez ordinaire parce que, ce que je disais, j'évangélise beaucoup sur le métier. Je suis créative, je dessine, j'écris, j'imagine. Ouais, voilà, c'est à peu près pour moi ce qui est classique. Après, ce qui peut me différencier de certaines designers, c'est l'envie un petit peu peut-être naïve. On m'a déjà dit que ça paraissait un peu naïf, c'est de changer le monde. Moi, je suis née de toute petite, j'ai toujours voulu changer le monde. C'est un truc qui, voilà, c'est dans mon ADN. Du coup, je mets la barre très haut, et ce qui n'est pas perçu, en fait, dans ce que les gens peuvent regarder sur mon profil LinkedIn ou quoi, c'est que j'ai une vision très très long terme sur là où je veux aller, ou là où je veux amener le design dans les prochaines années. Et voilà, et donc ça, le côté vision très long terme aussi, je sais que pas énormément de designers ont une planification aussi précise de ce qu'ils veulent atteindre dans les 10, 20, 30, 40 prochaines années. D'accord. J'ai aussi une vision du design lead très orientée design ops depuis 2010, depuis que j'ai commencé à travailler. Alors évidemment, design ops, le mot, ça existe, le terme n'existait pas, mais finalement, je me suis rendu compte quand j'ai entendu, on m'a dit « Ah, mais tu connais Design Ops et tout », j'ai commencé à lire et tout, je me suis dit « Ouais, ok ». Enfin, c'est un peu c'est ce que j'ai fait naturellement, parce que je sentais qu'en tant que design lead, c'était les briques qui sont nommées dans le Design Ops. C'est les briques en tant que design lead que tu as besoin de mettre en place pour que ton équipe, elle fonctionne, qu'elle soit créative, qu'elle soit épanouie, etc. Et surtout de la protéger contre des transformations dans l'entreprise. Le fait
de, de valoriser, de trouver d'une manière chiffrée, analytique, les données de production de ton équipe aussi, c'est des choses qui sont clés pour qu'elles ne soient pas impactées par des changements organisationnels, des licenciements ou des réévaluations de nombre de personnes dans l'équipe. D'accord. Je dirais aussi ma façon de penser systématiquement, donc j'ai toujours une vision très très large, de connecter les événements sociétaux avec l'évolution du métier du design et les besoins des entreprises, évidemment, de connecter ça. Je perçois facilement les dysfonctionnements dans les systèmes, dans les produits, etc. Donc j'ai fait pas mal d'audits au début de ma carrière, j'étais assez à l'aise avec ce genre d'exercice. D'accord. Voilà, je sais pas à quoi c'est dû, mais en tout cas j'ai ça. Et ça, encore une fois, c'est pour la plupart des designers, je pense que c'est le cas. C'est que je porte ostensiblement mes valeurs et mes convictions. Ouais, je suis très alignée avec moi-même. J'ai pas toujours été, mais clairement, pour moi, c'est un des trucs qui différencie. C'est plus ce qui différencie les designers des autres métiers, moi, je dirais. D'accord. Et je suis ultra organisée, ce que je te disais. Je suis très organisée, donc j'ai une vision long terme, mais je suis aussi très organisée parce que j'ai plein de projets en même temps. Et j'ai l'impression que si j'étais pas surorganisée, en fait, je n'y arriverais pas, Ouais, ça mais avancerait pas, quoi. ouais, je pense que c'est normal en fait. Ouais, d'accord. Et j'utilise beaucoup, et bon, ça, je sais pas si c'est vraiment en rapport avec ta question, mais je fais beaucoup de méditation et de yoga. Et honnêtement, c'était nécessaire par rapport au niveau de stress qu'on peut avoir pour faire aussi redescendre le stress, etc. Donc maintenant, je fais de la méditation tous les jours. Et je sais que bon, en tout cas, moi, c'est l'outil qui m'a permis de gérer le stress de beaucoup, beaucoup de projets différents. Et du coup, maintenant, je suis presque plus stressée, on va dire. Donc ça, c'est cool. D'accord. Ok. Et donc la deuxième question, c'est comment vois-tu ton métier dans 10 ans? Ça, c'est un exercice super intéressant. Et alors, bizarrement, moi, je pense qu'il y aura presque plus de designers dans les entreprises dites classiques. D'accord. Alors c'est quoi une entreprise dite classique? Je C'est te quoi pour toi? dirais, tu vois, les entreprises qui fonctionnent de manière très hiérarchique, top-down, D'accord. voilà, où tu n'es pas vraiment impliqué, etc. Où finalement, tu fais des efforts massifs pour un effet minime en tant que designer. Tu vas proposer des trucs gigantesques et finalement, quand le produit sort, c'est ridicule. Enfin, il n'y a même plus, genre, ils ont fait un pot en carton et t'es là, alors que tu as imaginé toute une stratégie de design, d'écologique, développement durable et tout. Donc, moi, je pense qu'il va y avoir, tu vois, dans la continuité des fuites des talents là, qui sont en train de vivre les grands groupes, hein, les grands groupes là, ils sont en train d'avoir une fuite de talents. Je pense que ça va, les bons designers, ils vont se barrer en fait, ils vont partir. Ils vont rentrer dans ou créer des entreprises sociales et solidaires, des entreprises à mission. Pas celles du greenwashing, tu vois, des fausses entreprises à mission, mais voilà, je pense qu'il y a ça et surtout beaucoup de designers dans le service public. Je pense qu'on va avoir à un moment donné des designers qui seront limite des designers, tu vois, qui seront, je sais pas, dans les écoles, ou qui tourneront peut-être d'école en école ou d'école en institution, qui aideront, tu vois, à mettre en place des stratégies design, des techniques de design. Voilà, moi j'imagine bien le design beaucoup plus implémenté dans le service public. Ah, c'est intéressant ça, des designers qui tourneraient dans les écoles. C'est vachement intéressant parce il y a là une double implication, non seulement même trois, j'en vois, de faire connaître le design sans dire que c'est du design, deux, de travailler ou de faire participer des enfants ou des plus jeunes adultes, on va dire, et puis trois, de s'impliquer dans la collectivité, quoi. Ça, c'est vraiment une très très belle idée, ça. Ouais, en tout cas, c'est un peu ce que j'ai en tête. Et après, dans les grands groupes, je pense vraiment que. Alors, ça, je sais pas si c'est ce que je pense ou si c'est ce que j'aimerais. Mais je pense que j'aimerais que du coup, dans 10 ans, beaucoup plus de designers dans des postes de VP innovation, VP stratégie. Parce que c'est gentil le VP design, mais ce serait bien en fait d'accepter que les designers ils sont capables de faire d'autres trucs que d'être rattachés uniquement au design.
Donc, je pense que ça peut être intéressant. Et je pense que les stratégies, tu vois, les stratégies court terme dont je te parlais tout à l'heure, qui sont un peu antinomiques par rapport au design et à l'implémentation des outils de design et de la réflexion qui est plus long terme, elles sont nécessaires dans le système dans lequel on est, c'est évident, mais elles sont pas viables face aux enjeux sociétaux et environnementaux qu'on a besoin de traiter. Donc, je pense qu'il y a besoin des designers pour faire changer ça. Je dis pas qu'on va faire passer tous les grands groupes vers des stratégies long terme, mais il y a besoin d'avoir un équilibre. Et je pense que le designer est capable d'accompagner les boards, d'accompagner les directions, à comprendre qu'on peut trouver un compromis entre tout ça et réussir à faire fonctionner des choses un peu plus long terme. D'accord. Et qu'on continuera à avoir deux côtés, pour moi, des designers. Et ça, c'est un message pour les designers. Il y aura toujours les designers qui ont envie juste de produire. Ils aiment bien le métier. C'est un métier cool, c'est un métier sympa, ça remplit le frigo, etc. C'est créatif. Je pense que... Et d'un autre côté, on a les designers qui sont ultra engagés, qui veulent changer les organisations, qui veulent s'engager citoyennement, politiquement, associativement et tout. Et accompagner les mutations d'avenir. Mais ces designers-là, il faut qu'ils comprennent que, tu vois, tous les designers ne sont pas comme ça. Au même titre qu'il y a des pratiquants du design au sens plus large. Il n'y a pas qu'un designer, un design d'élite, tu vois, avec il y a le designer, il est comme ça. Non, en fait, il y a plusieurs types de designers. Il y a des gens qui pratiquent le design sans être designer. Il y a des gens qui ont juste envie de faire du design comme un métier classique, sans un engagement, un surengagement, etc. Comme moi, je peux être ultra engagée. Et je pense que c'est important de le comprendre. Tu vois, dans les 10 prochaines années, ça va continuer à exister. Ça va continuer à exister. Il y a l'appel d'Ursula von der Leyen aussi, qui est intéressant et qui pour moi c'est un des signaux qui fait que je pense il va y avoir une évolution au niveau du casser les silos avec ce nouveau Bauhaus. Ça me fait penser à l'ancien Bauhaus avec cette espèce il n'y avait pas de barrière entre ces différents métiers. Il y avait pas, là aujourd'hui, on n'a pas que designer, architecte, artisan. On a dans designer, on en a, je sais pas, 20. Combien il y a d'appellations différentes? Ouais, je sais pas, c'est énorme. À chaque fois, je reviens souvent avec les invités à échanger sur ça, sur ce mot. Et il y a l'année dernière ou il y a 2 ans, il y a une petite... un petit post qui est souvent apparu dans LinkedIn, sur Twitter et ailleurs. C'était, on voyait 2000 et le mot juste web designer en dessous, et 2020 et on voyait UI designer, UX designer, designer stratège, designer de service, etc. Et tu avais une liste longue de, je sais pas, il y avait au moins 20 ou 30 mots différents pour le même mot ou pour le même type pour dire designer, quoi, en fait. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que, tu vois, on discutait dans les interviews qu'on a fait avec Women in Design, on discutait avec des femmes qui nous disaient non, mais moi, je suis designer global, en fait. Je suis designer, en fait. Mais selon les missions, en fait, selon les clients que j'ai devant moi, ils ont envie d'entendre un truc rassurant qu'ils connaissent. Donc, je dis design thinking, je dis design, UX design, je dis ceci, cela. Et en fait, finalement, ça revient vachement quand tu discutes avec les designers, ils disent... Non, mais en fait, je m'adapte. Je sais que j'ai la capacité de faire plein de designs différents, enfin du design au sens là. Mais du coup, selon la personne que j'ai en face de moi, je lui dis ce qui va permettre de connecter avec ses connaissances en fait de ce qu'est le design ou de repréciser. Donc moi, je pense que là, dans les prochaines années, il y a ces silos qui vont se casser. J'espère vraiment parce que je trouve, entre autres, il n'y a pas assez de porosité entre l'architecture et le design et l'artisanat. Pour moi, il y a besoin d'avoir un peu plus de porosité parce que du coup, finalement, on est designer, mais il y en a plein qui font du design un peu d'architecture. Il y en a qui sont designers, mais à côté, ils font des choses plus artistiques. Ou qui vont travailler le bois de manière artisanale et qui sont designers aussi. Et du coup, on a complexifié tout ça. Je pense que ça va se réduire. Ça va se réduire. On va revenir vraiment à revenir vers... on est les métiers qui réfléchissent, qui pensent et qui font. Donc voilà. Et c'est ces métiers-là, demain, pour moi, c'est hyper important de casser ces silos-là. D'accord.
Oui, et je pense qu'il y a une autre chose qu'on va voir émerger de plus en plus là, dans les 10 prochaines années, enfin, dans 10 ans ou dans les 10 prochaines années, c'est des écrits engagés. Il y en avait beaucoup en fait au début du siècle, il y en a eu beaucoup des écrits engagés qui parlaient déjà d'écologie d'ailleurs, hein, de designers, de philosophes du design. Je pense que ça va revenir aussi et encore une fois, voilà, c'est des choses comme, l'appel, d'Ursula von der Leyen, mais Mm. il y a pas que ça en fait qui fait on sent cet engagement, ce besoin de sens qui est du coup sociétal, hein, qui est pas que le design. Tout ça pour moi ça va faire naître encore plus d'écrits engagés. D'accord, ok. Et donc la dernière question, c'est qui est un peu décorrélée du sujet, mais quel épisode de Design Plus as-tu bien aimé et pourquoi? Alors moi j'ai bien aimé, la thématique que tu avais traitée sur les biais cognitifs. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, donc dans le design, c'est hyper important et encore plus dans les thématiques de diversité et d'inclusion qu'on rencontre, finalement les biais qu'on a dans la vraie vie se retrouvent dans les interfaces, dans les choses comme ça. Donc je trouvais que c'était très intéressant de le traiter. Et un autre sujet, c'est finalement en regardant un petit peu, tous les podcasts que tu as pu faire, je trouve qu'il y en a pas mal qui vont aider les étudiants, tu vois? Ceux qui arrivent dans le monde du travail, ils écoutent il y a plein de petits podcasts qui peuvent les aider à arriver dans le métier, à avoir déjà des billes. Donc moi je citerai pas un en particulier parce que je trouve qu'il y en a plein avec des tips, voilà, ces espèces de couvertures un peu tous les sujets qui leur permet eux d'arriver et d'avoir une connaissance en fait, une connaissance un peu, d'expertise et les mots, tu vois? Le vocabulaire qui va leur permettre de s'impliquer, enfin de rentrer facilement dans l'entreprise. D'accord, ok, très bien. Et pour te laisser le mot de la fin, si tu avais un seul conseil à donner à nos auditeurs, quel serait ce conseil, s'il te plaît? Alors, je suis hyper bavarde donc un seul, je vais essayer de faire court. Pour moi, le plus important, pour les designers, c'est de rester curieuse et curieux. Bon ça, c'est évident. Mais d'être aussi ambitieuse et ambitieux, d'écrire, d'oser partager en fait, leur vision. De s'engager en tant que designer citoyen au niveau local, national, international. J'ai même entendu dire, pour les plus motivés, qu'il y avait une liste citoyenne qui s'était montée pour les prochaines présidentielles. Alors tu vois, ça fait un sacré objectif. C'est clair. D'apporter leur talent de penseur et de faiseur dans les missions d'intérêt général, service public, au niveau territorial, etc. Je pense que c'est aussi très important. D'ailleurs, excuse-moi, est-ce qu'il existe parce qu'il y a le designer d'intérêt général qui est, d'après ce que j'ai lu, plus pour des collectivités nationales, on va dire, et, plus pour des missions, par exemple, dans des ministères, chez Pôle emploi, ministère de l'armée, etc. Est-ce qu'il existe des missions pour le designer d'intérêt général au niveau territoire ou local? Oui, alors par contre, je sais pas, si ça se retrouve, un petit peu sur une plateforme commune ou quelque chose Je comme sais pas ça. du tout, ouais. Je sais même pas si tu les trouves sur LinkedIn, Non, d'accord. honnêtement. Alors, Sur des missions, après bon, à l'échelle locale, tu as évidemment, tout ce qui est, dans la mairie, dans la ville et cetera, sur des projets peut-être clés où ils peuvent avoir besoin d'un designer, peut-être des fois juste un designer graphique, mais ça peut être une première étape pour ensuite faire un autre projet à l'intérieur. C'est souvent ça, on rentre souvent par le graphisme, le design graphique en fait dans ces dans les structures, communes ouais. locales, au niveau local. Mais il y a aussi, après, il y a aussi les sites des différentes fondations ou des Oui. Nations Unies, où tu vois, où là, ils ont des fiches de poste. Encore une fois, ils ont souvent des postes plutôt designer graphique. Mm. Pareil, moi, je le vois comme une porte d'entrée aussi. Ouais. Après, ce qui est un peu plus compliqué, donc à l'échelle locale, tu peux postuler, tu peux faire des sortes de candidatures spontanées, hein, c'est possible. Dans les fondations ou comme à l'ONU aussi, tu peux pas faire de candidature spontanée, tu es obligé de répondre à des offres très, très précises. Donc il faut se lire les offres en détail et postuler. Et des fois, c'est à l'autre bout du monde. Ouais, d'accord. Mais c'est ça, il peut aussi y avoir des choses comme ça. Donc on est engagé citoyennement, mais du coup, peut-être qu'on va travailler, je sais pas moi, à Bogota. Je sais pas tant. Je dis Bogota parce que j'en avais vu une offre des Nations Unies il y a quelques années là-bas.
Mais du coup, voilà, on peut aller. Alors, par contre, c'est vrai que c'est pas centralisé, quoi. Hein. On trouve pas c'est les vrai. offres d'emploi de l'ONU sur LinkedIn non plus. Mais j'avais pensé aussi peut-être au site des préfectures aussi de chaque région. Peut-être il existe aussi des. Mais effectivement, Je pense que tout est à faire. Il y a je beaucoup pense de choses à faire pour agréger, en fait, pour faciliter en fait l'engagement des designers dans la vie citoyenne. Je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on peut encore améliorer pour faciliter ça, ouais, clairement. D'accord, ok. Je te laisse continuer, excuse-moi. Non, je trouvais qu'il y avait c'est pas un conseil, mais je dirais que l'enjeu aujourd'hui pour les designers, ça va être de dire je veux m'engager citoyennement, oui, mais du coup, quel équilibre je vais trouver entre les actions qui sont bénévoles et qui sont rémunérées. Je pense que ça va surtout être ça. Et ensuite, à un moment donné, tout le monde aimerait, beaucoup de designers du coup avec qui je discutais encore ce week-end, futurs designers du coup, aimeraient pouvoir transitionner directement vers un job qui a du sens, qui est ancré citoyennement, localement, etc., mais rémunéré. Et c'est là où, du coup, on est... voilà, aujourd'hui, pour moi, on est entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a quelques missions où, pendant quelques mois, on va pouvoir travailler, être rémunéré pour un travail comme ça. Mais le fait de basculer à 100% sur des missions comme ça, je pense que c'est encore un petit peu difficile, même s'il y a quelques structures. Il y a quelques structures qui, justement, n'interviennent que sur des missions comme ça. Donc peut-être aussi identifier les entreprises, les entreprises, les entreprises assez jeunes qui sont, ou même moins jeunes, d'ailleurs je te dis jeunes, je ne sais même pas depuis combien de temps elles sont fondées, mais ces entreprises qui se disent déjà des entreprises engagées citoyennement, et du coup d'aller travailler, parce que du coup les missions qui ressortiront sont des missions de ce type-là. Donc ça peut être de creuser aussi, de creuser là-dessus pour pouvoir voir ça. Et moi, je pense que... Alors, je conclurai en disant que on n'a pas idée de tout ce qu'on peut apporter en tant que designer tant qu'on n'est pas au milieu d'une salle avec d'autres citoyens et qu'on se rend compte que c'est rempli de gens ultra passionnés, surmotivés, qui ont envie de faire plein de choses, mais qui ne savent pas comment s'y prendre pour travailler ensemble efficacement, classer, faire grandir, enfin trouver des idées ensemble, les classer, les catégoriser, faire grandir les idées, les développer et ensuite les mettre en mouvement. Il faut le vivre. On a vraiment besoin de nous. D'accord, super. Donc il faut agir, faut se mettre dans la marche, comme diraient certaines personnes. Exactement, dans l'action. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. J'espère que cette interview vous aura plu également. Et bien, merci beaucoup, Johanna, de m'avoir reçu chez toi pour cette interview. Et je vous dis donc à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Design Plus jusqu'au bout. Maintenant, partagez cet épisode à 2 personnes autour de vous et mettez une note de 5 étoiles ou un pouce en l'air avec un commentaire sympa. Cela me permettra d'échanger avec vous et de faire monter mon podcast dans les classements. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast. Vous pouvez suivre Design Plus sur Instagram, Design plus PLUS _podcast et sur LinkedIn, Design plus le podcast. Je suis Laurent Galen et grâce au design, j'accompagne les sociétés à créer, à développer, à améliorer leurs produits et services. Et je suis également formateur en design UX, UI pour les applications mobiles. Si vous avez besoin d'un accompagnement ou bien d'une formation, alors contactez-moi sur www.laurentgalenattaché.com. À bientôt!